une discrimination dans le monde du travail qui est assumée, qui est acceptée par les entreprises et par les dirigeants, et c'est effectivement la discrimination par l'âge. C'est ça l'agisme, hein. En fait, l'agisme, c'est cette espèce de construction de l'esprit qui fait qu'on va catégoriser les gens à partir de stéréotypes négatifs liés à l'âge. La seniorité, au contraire, c'est un atout énorme pour entreprendre. On a beaucoup d'avantages, de l'expérience, du réseau, de la maturité, une certaine sérénité peut-être aussi. On a déjà vécu des difficultés, etc. Pas d'âge pour entreprendre, mais l'entrepreneuriat n'a pas fait forcément pour tout le monde. Il faut vraiment avoir la passion, l'envie d'y aller, et puis encore une fois, avoir craqué complètement ses peurs, quoi. Se dire j'y vais et je vais réussir. Alors, bienvenue sur la chaîne Messangel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Gesque. Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric a un parcours de vie assez incroyable. Elle va nous parler de tout ça. Alors, je vais faire un résumé très très court parce qu'il faudrait une émission complète juste pour parler de ta biographie. Alors, tu as notamment travaillé pour le MEDEF, je crois, à Marseille. Oui, l'UPE 13. Tu as aussi été présidente de la Ligue contre le cancer. Alors, pas présidente, directrice générale. Directrice générale. C'est Axel Kahn qui était président. Ok, très bien. Tu as fait énormément de choses. Tu as aussi travaillé pour le réseau Entreprendre. Et là, tu étais présidente. Oui, j'étais aussi directrice générale. Directrice, ok. Et aujourd'hui, tu fais des conférences, tu interviens. Alors, on va en parler. C'est un sujet qui nous intéresse, qui n'est pas si loin des sujets qui nous intéressent sur Messangel. On va notamment parler de la façon dont on intègre, on va dire, les seniors en entreprise et peut-être dans la société en général. Tu as un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le choc des générations n'existe pas ». Oui. Donc, on en parlera aussi, évidemment. Et tu as aussi créé ton entreprise, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Usquois. Tout à fait. Et tu nous en parleras avec une très belle mission également. À un âge où beaucoup de personnes pensent à la retraite, toi, tu as créé ta première entreprise. Donc, c'est déjà très, très étonnant. En tout cas, je trouve que c'est un bel espoir pour les seniors qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette envie de créer et d'avoir encore des projets? Alors oui, c'est sûr. Hein, j'ai créé mon entreprise à 57 ans, donc après 32 ans de salariat. Donc oui, on peut dire que c'est peut-être à l'âge où on pense à la retraite, encore qu'à 57 ans, on pense plus beaucoup à la retraite aujourd'hui. Bon, moi, j'ai envie de dire que j'avais peut-être un peu ça en moi depuis toujours. Finalement, c'est quand même un état d'esprit d'entreprendre, une envie toujours de développer des nouveaux projets, de grandir aussi soi-même. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir un parcours professionnel peut-être un peu atypique, mais où j'ai beaucoup bougé. 20 ans dans le privé, 10 ans à direction générale de différentes organisations, comme tu le disais. Et en fait, j'étais entrepreneur en format intrapreneuriat, je pense, parce que ce qui me portait dans tous ces postes, dans toutes ces organisations, c'était justement de porter de l'innovation, de porter des projets, de développer des choses. Et donc finalement, devenir entrepreneur sur le tard, c'est peut-être une manière de faire enfin ce que j'aurais peut-être pu faire d'ailleurs plus tôt. Et c'est vrai par exemple, tu vois, là je suis en train de finaliser une très belle étude pour le compte d'un de mes clients, BPI France, sur justement l'entrepreneuriat des seniors. Okay. Et en fait, une des leçons intéressantes de l'étude, et évidemment ça me résonne beaucoup par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est que finalement il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Tous les entrepreneurs que j'ai pu interviewer, etc., confirment qu'en fait la seniorité, au contraire, c'est un atout énorme pour entreprendre. On a beaucoup d'avantages, de l'expérience, du réseau, de la maturité, une certaine sérénité peut-être aussi. On a déjà vécu des difficultés, etc. Et en même temps, tous s'accordent à dire que c'est quand même pas fait pour tout le monde. Et que c'est vrai que quand c'est un entrepreneuriat subi, contraint, c'est compliqué. Et donc moi, c'était pas un entrepreneuriat contraint, puisque pour le coup, j'ai quitté en 2022, j'ai quitté 2 CDI en suivant, avant de lancer ma boîte. Et je l'ai fait en connaissance de cause, sachant que tout le monde me disait, mais à ton âge, mais tu es folle, ma pauvre, quitter un CDI, entreprendre n'importe quoi, t'es beaucoup trop vieille. Et en fait, il y a eu aussi quand même des étapes de vie personnelle, en fait, avec notamment le décès de ma petite sœur, suivi de celui de ma maman, suivi de celui d'Axel Kahn. Voilà, il y a eu une année en 2021 pour moi qui a été une année vraiment charnière. Et je pense que ça aussi, ça a conduit à mon changement de vie. Tu vois, j'avais repris un poste salarié, en fait, quand j'ai quitté la Ligue contre le cancer, dans un
très beau cabinet de conseil avec une équipe absolument formidable, très humaine, etc. Et en fait, je m'y retrouvais pas, j'étouffais. J'y arrivais plus, en fait, entrer dans les contraintes, les protocoles du cabinet, la manière de faire, en fait, qui m'était demandée, etc. J'avais ce sentiment qu'il fallait de la liberté tout de suite. Après, presque après avoir vu ma petite sœur partir, j'ai eu ce sentiment que j'avais plus beaucoup de temps et que finalement, si je le faisais pas là, je le ferais plus. Et du coup, ça a été un déclencheur assez fort, toi Oui, je pense, parce que en fait, ça m'a aidé à craquer mes peurs. Parce que tu vois, entreprendre, ça fait longtemps que j'y pense. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, on m'a toujours dit, mais pourquoi tu montes pas ta boîte, toi? Tu devrais, avec ton tempérament, On me l'a toujours dit. J'étais un peu traumatisée, parce que quand j'étais petite, mon papa a monté des entreprises sur le tard et il s'est planté. Et c'était très dur à la maison. Et donc, moi, je m'étais dit, moi, jamais monter une activité, jamais je resterai salariée. Donc, j'avais vraiment un peu ce blocage-là. Et j'avais pensé à le faire en 2019 quand j'ai quitté Réseau Entreprendre. Et puis, la Ligue contre le cancer m'a rattrapée avec Axel Kahn et je suis repartie dans cette aventure aussi chouette, mais salariée. Oui. Et donc là, en fait, je me suis dit, en fait, c'est ta dernière chance. Et si t'es pas libre à 57 ans, tu le seras jamais. Bien sûr. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement. Et tout d'un coup, j'avais plus peur. Enfin, mon mari m'a un peu aidé quand même aussi. Hein. Parce que tu craques des peurs... Il t'a pas freiné c'est ça, parce qu'en fait, tu craques aussi des peurs un peu financières, tout ça, en fait. La peur de manquer, surtout quand t'as un poste... moi, j'étais quand même en direction générale depuis un moment, donc c'est quand même relativement confortable. La famille, les enfants n'étaient pas tout à fait finis leurs études, etc. Donc t'as la trouille quand même. Tu te dis, mais... je vais pas gagner ma vie, qu'est-ce qu'on va faire si on peut plus payer la maison? Donc ça, mon mari, comme souvent les hommes, très pragmatique, il m'a fait des tableaux Excel pour me montrer qu'on serait pas à la rue tout de suite, déjà. Et puis, donc, il m'a aidé aussi. Mais c'est vrai que toutes les peurs que j'ai eues pendant des années sur ce sujet de l'entrepreneuriat, c'est ce changement de vie, en fait, ce vécu, avec le départ d'Axel Kahn, etc., l'accompagnement de son successeur, avec qui je me suis vraiment pas retrouvée. En fait, ça a évacué les peurs. Et puis, du coup, effectivement, pour moi, ça a été le nouveau projet. Voilà, parce que quand tu disais d'où vient cette idée d'avoir encore des projets, c'est ton vie. Je pense que la vie, en fait, c'est des projets. Le jour où on n'a plus de projet, on n'est plus vivant, en fait. Donc pour moi, ça a été, je me suis mise sur ce projet avec autant d'engagement que je l'avais fait en fait dans mes postes salariés avant. Est-ce que toi, dans les personnes peut-être que tu accompagnais ou que tu croisais, notamment sur le réseau Entreprendre, tu avais justement des seniors qui avaient ce type de projet de créer leur entreprise? Mais oui, bien sûr. Alors c'est ça qui est assez terrible dans notre pays, qui est quand même un pays avec une culture du jeunisme qui est quand même assez forte. On parle beaucoup de la Startup Nation. L'entrepreneur est forcément jeune. Bon, je pourrais même aller plus loin. Jeune, mâle, blanc et issu des écoles de commerce ou d'ingénieurs, d'ailleurs, souvent. Alors qu'en réalité, l'entrepreneuriat senior est extrêmement dynamique dans notre pays. Et il y a énormément de personnes qui, à la seniorité, à partir de 45, 50, 55 ans, voire même parfois 60 ans, se lancent et lancent des projets entrepreneuriaux qui fonctionnent. Et il y a même des études scientifiques, moi j'aime bien le rappeler, qui ont démontré que les entrepreneurs de plus de 50 ans étaient plus innovants que les jeunes entrepreneurs. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça casse vraiment un des gros stéréotypes de l'âge, qui est de dire que les jeunes sont créatifs et innovants et pas les vieux. Et donc effectivement, oui, et chez Réseau Entreprendre, on avait des lauréats et ils en ont encore aujourd'hui qui avaient plus de 50 ans, bien sûr, avec des très très beaux projets. Oui, c'est vraiment passionnant. Et est-ce qu'il y a des profils de seniors justement pour entreprendre? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà essayé de faire des entreprises plus jeunes ou alors souvent c'est des primo-créateurs? Il y a plein de profils différents. Alors pour le coup, il faudra que tu lises l'étude BPI quand elle sortira au mois de janvier parce qu'on a décrypté un peu tous ces profils. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, alors bien sûr, tu as tous ces profils de chefs d'entreprise qui ont entrepris plus tôt et qui maintenant sont seniors. Parce que forcément, l'âge concerne tout le monde. Donc, à un moment, ils atteignent 50 ans, 60 ans et parfois même, ils ont du mal à quitter leur boîte. Et puis, tu as ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs seniors. Moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire des gens comme moi, finalement, qui ont fait un autre parcours et qui, à un moment de leur vie, ont cette envie, en fait, de liberté, de projet à soi, de construire quelque chose qui leur appartient vraiment. Et ça, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a, en tout cas. Ça, c'est génial. Et en fait, le profil qu'ils ont et ce qui les rassemble, là où
on peut vraiment les retrouver, c'est quand même cet état d'esprit de croissance, ce que j'appelle l'esprit de croissance, ce goût du risque aussi, cette capacité de résilience, cette dynamique. C'est des gens souvent qui sont quand même dans une énergie assez incroyable, dans une dynamique extrêmement positive. Et contrairement d'ailleurs à d'autres seniors qui, bien malheureusement, essayent d'entreprendre parce qu'ils ne trouvent pas de boulot et parce que l'APEC et France Travail leur dit écoutez, à votre âge, vous feriez mieux de monter votre boîte parce que vous ne trouverez plus jamais de travail. Et ça, je trouve que c'est dramatique pour le coup, parce qu'on retrouve des gens qui ne sont pas du tout faits pour ça, qui se sentent très mal, qui bien sûr n'y arrivent pas, ne trouvent pas de clients, perdent de la confiance en eux, perdent l'estime de soi, ce qui est encore plus grave. Puis prennent des risques. Et prennent des risques parfois dramatiques, parce que parfois ils y mettent toutes leurs économies. Bien sûr, donc là, c'est vrai que c'est pour ça que je dis toujours pas d'âge pour entreprendre, mais l'entrepreneuriat n'est pas fait forcément pour tout le monde. Il faut vraiment avoir la passion, l'envie d'y aller, et puis encore une fois avoir craqué complètement ses peurs, quoi. Se dire j'y vais et je vais réussir. Comme rappel, évidemment, vous pouvez nous suivre sur la plateforme, vous pouvez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, peut-être sur votre histoire. Nous, ça nous aide aussi à comprendre, parce que tous les profils sont particuliers. Et puis les commentaires, évidemment, nous font remonter grâce à l'algorithme. Donc n'hésitez pas à nous mettre des pouces et des commentaires. Merci. Toi qui avais du coup jamais créé ton entreprise, qu'est-ce qui t'a surpris depuis que tu as monté ta boîte, alors que tu accompagnais plein de gens qui le faisaient? Qu'est-ce qui t'a surpris peut-être auquel tu t'attendais pas, toi? Alors déjà, c'est complètement différent de le faire que d'accompagner ou de parler d'entrepreneuriat. C'est même amusant parce qu'à une époque, quand j'étais DG de Réseau Entreprendre, je me souviens d'un article de presse qui avait titré « Une figure de l'entrepreneuriat en France ». Et je me sentais tellement illégitime en fait, parce que non, je représentais un réseau d'entrepreneurs, mais moi-même je ne l'étais pas en fait. J'étais salarié de ce réseau. Et donc c'est pas du tout pareil quand on y est déjà. Voilà, les ressentis évidemment sont complètement différents, aussi bien les ressentis difficiles, les peurs, que les ressentis positifs, l'énergie, l'excitation en fait de pouvoir porter tes propres sujets. Donc ça m'a surpris, parce que je m'étais dit, tout le monde me disait oh bah toi de toute façon t'as l'habitude depuis le temps que t'accompagnes des entrepreneurs, tu sais ce que c'est, puis avec le réseau que tu as, ça va se passer tout seul. Bah non, en fait non, ça c'est ma deuxième surprise. Le réseau n'est pas celui forcément qui va nous aider au début. Moi, tous mes premiers clients sont arrivés pas par le réseau en fait. Ils sont arrivés grâce à mes livres, grâce à ma communication sur LinkedIn, etc. Donc, mais pas par les gens du réseau qui me disaient vas-y. Il y en a très peu qui m'ont fait travailler. Donc c'est aussi une leçon quand même si merci à eux d'être dans mon réseau et je les adore, mais n'empêche que c'est pas ceux-là qui m'ont fait bosser tout de suite au début, très peu. Et puis peut-être troisième surprise, alors sinon encore deux, c'est possible. Ouais. Alors j'ai la difficulté à passer du management au solopreneur quand on démarre, parce que quand j'ai démarré j'étais toute seule. Après j'ai eu une alternante, mais là au début tu démarres. Moi j'ai quand même lâché le salariat le 31 décembre et lancé la boîte le 2 janvier. Donc j'avais rien préparé. J'avais rien préparé. J'ai fait un site web avec des offres de services que je n'avais jamais vendues. Et j'ai construit mes contenus au fil de la première année et je suis allée là où les clients finalement m'ont emmené. Et ça a été les 6 premiers mois de deuil, non pas du salariat, mais du management, ont été terribles. Alors c'est vrai que j'avais quand même des équipes importantes. Et pour moi, c'était beaucoup ce qui me portait. C'était la relation avec les équipes, l'humain, les emmener, même si parfois c'est très difficile et très ingrat le management. Mais ça faisait partie de moi. Et ça, au début, ça a été très dur. J'ai même d'ailleurs refait mon CV, pour tout dire. Au bout de 6 mois, j'ai postulé à un poste. Oui, non, j'y vais pas. Non, tu restes. Et voilà. Et d'ailleurs, mes mentors m'ont beaucoup aidé à ce moment-là en disant non. Maintenant, tu es entrepreneur, tu restes entrepreneur. Et puis la dernière surprise, finalement, qui est une surprise très positive, ça a été la joie, en fait, dès les premiers clients, de me sentir utile, de contribuer, et d'une manière, en fait, qui suscitait de la reconnaissance. Parce que quand on est en direction générale, comme je l'ai été très longtemps, c'est quand même des postes difficiles. C'est des postes difficiles parce que on gère beaucoup les problèmes, les difficultés, les tensions humaines. On est pris un peu en sandwich entre des équipes salariées et puis des conseils d'administration, des gouvernances, etc. Et donc on gère finalement beaucoup de choses assez ingrates et on n'est pas souvent remercié, faut bien le dire. C'est des postes quand même où on va plutôt souvent te taper un peu sur la tête si ça va pas et dire que c'est de la faute de la direction plutôt que de féliciter. Les choses très positives, c'est pas forcément toi qui les reçois. En plus,
plus, les choses positives, tu les distribues à tes équipes. En plus, tu es là aussi pour les emmener, donc tu vas vraiment les remercier et travailler avec elles. Alors que c'est vrai que d'un coup, et c'est là aussi que c'est intéressant parce qu'on se dit les seniors, on n'en veut pas en salariat, mais alors là, quand tu arrives avec cette casquette de l'expertise, de l'expérience, non seulement tu es très bien accueilli, et en plus les gens apprécient ce que tu leur offres et ce que tu fais avec eux. Et ça, moi, ça a été, et encore aujourd'hui, ça va faire 2 ans maintenant que je travaille avec mon entreprise, et c'est un de mes plus grands plaisirs, c'est d'avoir des clients qui sont heureux. Alors j'essaye, après, et puis en lien direct, d'être en lien direct avec eux. Quand je donne des conférences, de voir les participants qui sourient, qui rient, qui sont heureux, qui passent un bon moment, qui viennent me remercier après. Et ça, je trouve que ça nourrit évidemment énormément. Et puis on apprend beaucoup aussi parce qu'il y a énormément de variété. Et moi qui aimais, qui était un peu slasheuse avant l'heure dans mes postes salariés, je me dis finalement c'est peut-être ça dont j'avais besoin. Parce que là aujourd'hui je peux faire, c'est nos limites en fait. Sky is the limit. Bah oui, on peut faire vraiment, on peut aller où on veut. Puis si tu as un client avec qui ça se passe moins bien, tu réclames pas la dernière étape du devis, c'est pas grave. Tu vas aller ailleurs, voguer ailleurs. Et puis et au moins tu choisis aussi les gens avec qui tu travailles. Et ça c'est un vrai luxe. Oui, clairement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est l'agisme et qu'est-ce que ça dit de notre société en fait ? Alors moi, je pense que la mort, c'est le plus grand des tabous de nos sociétés occidentales. Et donc, avant la mort, il y a d'autres tabous. Il y a la maladie. Dans le monde du travail, notamment le cancer. Moi, je l'ai vu quand j'étais à la Ligue contre le cancer. C'est aussi un tabou dans l'entreprise. On a du mal à en parler. On a du mal à parler de la maladie. Et puis, il y a le vieillissement. Et c'est vrai que ces tabous de la société, ils arrivent bien sûr dans le monde du travail. L'entreprise, c'est une micro-société. Et il reste aujourd'hui, dans notre pays, une discrimination dans le monde du travail qui est assumée, qui est acceptée par les entreprises et par les dirigeants. Et c'est effectivement la discrimination par l'âge. C'est ça l'agisme. En fait, l'agisme, c'est cette espèce de construction de l'esprit qui fait qu'on va catégoriser les gens à partir de stéréotypes négatifs liés à l'âge. Et l'agisme, c'est une discrimination qui va toucher en fait les deux côtés du curseur de l'âge. C'est-à-dire les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui ont beaucoup de mal à trouver leur premier poste, leur premier CDI, et puis les plus de 45-50 ans. Et cette discrimination notamment envers... c'est jeune aussi. C'est très jeune. Tu te rends compte, à 45 ans, tu es considéré en entreprise comme senior, il te reste 20 ans à bosser. Sans parler des réformes des retraites qui font que tu vas travailler de plus en plus longtemps. Et cet agisme qui est pourtant finalement non seulement inacceptable, mais complètement absurde, en réalité, il est extrêmement fort. Et en fait, tu le vois dans les chiffres, très clairement, dans les statistiques. La France est un des pires pays d'Europe sur le sujet. On a un taux d'emploi des plus de 55 ans qui est à 58,4% en 2023. La moyenne européenne est à 64%. Toi, si tu prends par exemple l'Allemagne, ils sont à presque 75%. 76 même. Après 60 ans, c'est pire que tout. On chute à 38% de taux d'emploi. Alors, il y a une partie qui est expliquée par le fait que l'âge de la retraite était assez tôt chez nous jusqu'à maintenant, mais pas tout, évidemment, c'est pas que ça. Et d'ailleurs, hier est sorti le 17e baromètre du Défenseur des droits et de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, qui était justement dédié à ce sujet. Et en fait, le baromètre, alors, je vais pas dire qu'il enfonce des portes ouvertes, mais moi, il m'a un peu déprimée parce que ça fait plusieurs années que je me bats sur le sujet. Et en fait, le baromètre a démontré une nouvelle fois que c'était une discrimination énorme qui à la fois touchait les seniors, donc les expérimentés de plus de 45-50 ans dans l'entreprise. Tu vois, plus d'accès à la formation, à la mobilité, aux augmentations, etc., mise à l'écart. Et puis qui touche surtout aussi les candidats à l'embauche, où vraiment c'est très difficile aujourd'hui, statistiquement c'est clair, tu mets 2 fois plus de temps à retrouver un job si tu as plus de 50 ans, tu te fais shooter des process de recrutement, enfin c'est un truc assez fou. Et ça veut dire qu'on licencie des gens parce qu'ils sont trop âgés ? Alors en fait, si tu veux, c'est lié à plein de choses, mais il y a un élément, c'est vrai qu'on a une culture en France, on a développé depuis longtemps, depuis les années 80, des dispositifs publics concernant l'emploi, qui ont eu tendance à dire sortez les vieux pour recruter des jeunes. On a beaucoup opposé en fait les générations, et donc il y a eu dans les grandes entreprises notamment cette culture, cette habitude en fait d'accompagner au départ, à partir de 50, 55 ans, d'anticiper des départs en se disant comme ça on va recruter des jeunes. Ça n'a jamais vraiment démontré son efficacité,
parce qu'en fait, on a besoin des deux en réalité. Mais il y a un petit peu, effectivement, cette culture de, à partir de 50-55 ans, voilà, on va devenir inutile. Et en fait, ce qui est très difficile, en fait, dans cette discrimination, c'est que c'est basé non pas sur des faits, mais uniquement sur des stéréotypes et des préjugés. Hein, on a beaucoup de biais liés à l'âge aujourd'hui. Et beaucoup de stéréotypes négatifs qui pèsent sur les seniors, hein, on va quand même utiliser le mot. Voilà, on est trop cher, déconnecté, pas bon avec le numérique, fatigué, pas en bonne santé, difficile à manager, résistant au changement. Enfin voilà, on en a toute une série comme ça. Et en fait, comme c'est ancré dans les cerveaux des gens et dans la société, c'est très difficile de le casser. Et moi, tu vois, pourquoi je me suis intéressée à ce sujet, en fait, tout simplement, c'est parce que je l'ai vécu. Okay. Tu vois, à l'époque où, quand j'étais à la Ligue contre le cancer, moi, j'ai accompagné Axel Kahn jusqu'à son décès, j'ai accompagné le successeur, et puis à un moment, je voulais quitter mon poste, et puis c'est dur à porter le cancer, surtout quand on a des gens qui l'ont vécu, des proches. Et en fait, je voulais quitter mon poste, et j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait mon CV, et donc un cabinet de recrutement m'a contacté pour un super poste où je cochais toutes les cases. Alors, ils étaient emballé, moi aussi, sauf que l'employeur, il a même pas voulu me voir. Il a dit non, elle est trop vieille. Non, on veut quelqu'un de moins de 45 ans. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est comme ça que j'ai découvert, tu vois, l'existence en fait de cette discrimination. Et donc j'ai cherché, tu vois, à comprendre. Et en fait, tous les copains m'ont dit, mais tu rêves, tu vis dans quel monde? En France, à partir de 50 ans, on est mort. Si on n'a plus de boulot, donc surtout quitte pas ton poste, reste dans ton CDI, au secours. Et voilà, et c'est comme ça, tu vois, de fil en aiguille que j'ai cherché, que j'ai fait un appel à témoignages, j'ai reçu 1000 et quelques réponses incroyables de témoignages édifiants sur le sujet, et que je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc j'ai créé cette association Senior for Good, qui est vraiment une association citoyenne où je me suis dit, on va porter une image positive des actifs expérimentés, on va essayer de casser les stéréotypes en rappelant à la société et aux entreprises que non, on peut avoir 45, 50, 55, 60 ans, on n'est pas fini. Et oui, on peut avoir encore beaucoup d'énergie et beaucoup de projets et envie de contribuer aussi à la société et au monde du travail. Et c'est vraiment venu, tu vois, de ce tabou, effectivement, qu'il fallait sortir un peu du bois. Alors c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand j'ai monté l'asso, on m'a dit pourquoi tu te mets sur ce sujet, ça va intéresser personne, ce truc, en fait. Hein. Bon, ça tombe bien, il y a eu la réforme des retraites qui est arrivée l'année d'après, donc c'est vrai que depuis 2 ans, on y va. Voilà, et du coup, forcément, tout le monde en parle. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, on agit un peu moins. Et c'est pour ça que du coup, dans mon activité professionnelle, j'ai voulu aussi chez USCOA, où je faisais de l'accompagnement plutôt sur les sujets de gouvernance, de transformation culturelle, managériale, etc. Quand j'ai commencé à travailler sur l'inclusion, je me suis dit, je vais travailler sur l'inclusion intergénérationnelle. Comme ça, je vais pouvoir adresser aussi ce sujet de la seniorité, en fait, indirectement dans les entreprises. Et c'est comme ça aussi que maintenant, j'accompagne aussi des organisations sur comment, en fait, mieux orchestrer la relation entre les 4 générations qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise. Et ça, c'est un sujet qui peut s'intégrer, j'imagine, dans tout ce qui est lié à la RSE. C'est vraiment quelque chose qui s'intègre, on va dire, dans ce... Oui, alors c'est clair que ça fait partie d'une démarche RSE, c'est le S des ESG, c'est la partie sociale, d'inclusion sociale, comme l'égalité homme-femme, etc. Sauf qu'encore une fois, c'était une discrimination qui n'était pas adressée jusqu'à présent, qui était même tout à fait assumée. Quand tu interroges des dirigeants, ils te disent non, nous, on ne recrute pas de candidats de plus de 45 ans, c'est pas grave. Si, en fait, c'est grave, c'est une discrimination légale. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe surtout, c'est qu'on fait face à la transition démographique qui est là. Elle est là. La population vieillit très très vite en Europe et chez nous en France. Et en fait, les entreprises qui ne vont pas anticiper et adresser ce sujet, elles vont avoir des gros soucis de déficit de ressources qualifiées très très vite. Et donc, c'est cette pyramide des âges en fait de la transition démographique qui fait qu'aujourd'hui, on a ces 4 générations. C'est quand même assez inédit. Tu vois, aujourd'hui, tu peux avoir 40, 45 ans d'écart entre 2 collègues. C'est quand même énorme. Et donc, cet écart fait qu'il peut y avoir des tensions, des incompréhensions, d'autant qu'on a ces fameux stéréotypes qui vont aller toucher les différentes générations. Tu sais, on leur a même donné des noms, X, Y, Z. Je déteste les fameuses cases. Et donc, en fait, moi, mon travail aujourd'hui dans les entreprises, c'est un travail de sensibilisation et de mise en place de dispositifs de mise en action pour aider, en fait, les managers, les entreprises à mieux orchestrer, en fait, ces générations pour créer plus d'intelligence collective intergénérationnelle et créer plus de performance
confiance en fait dans les équipes grâce à ça. Casser vraiment ces biais cognitifs et ces clichés que tout le monde en fait a sur l'âge. Et justement, on parle sous le prisme des employeurs qui ont, on va dire, cette vision-là, mais est-ce que même les seniors ont fini par y croire qu'ils sont inutiles à leur société? Oui, c'est un des gros sujets en fait. Et si tu regardes d'ailleurs l'enquête du baromètre, c'est une des conclusions en fait de l'enquête, c'est qu'en fait, à force, ces stéréotypes deviennent intériorisés. C'est ce qu'on appelle un peu les prophéties autoréalisatrices. Ouais, c'est-à-dire qu'à force qu'on te dise que t'es vieux, que t'es nul, que tu sers plus à rien, que tu peux plus te former, que tu comprends rien à Internet, etc., tu finis par y croire. Et ça, c'est terrifiant. Parce qu'effectivement, dans l'enquête notamment, il montre que les seniors ne vont pas, par exemple, déclarer aux défenseurs des droits les discriminations dont ils sont victimes. Oui. Quand il y a quelqu'un qui se fait discriminer à l'embauche, par exemple, il y a très très peu de plaintes. C'est limite, c'est comme ça en fait. C'est normal. Et ça, c'est fatalité. Ça, c'est complètement inacceptable. C'est fou. Donc, et dans ton association, ça permet aussi à des gens, à des seniors qui vivent un peu ça, vous leur proposez quoi, une formation, un dynamisme? On est une association assez jeune, donc on n'a pas encore mis en place tout ce qu'on aimerait mettre en place, d'autant qu'on n'a pas de budget, puisqu'on voulait que ce soit une communauté très ouverte, donc l'adhésion à l'association, tu vois, c'est un coût très très faible, donc on n'a pas aujourd'hui de partenaires non plus entreprises, on est en train de regarder ça, mais jusqu'à présent, on avait en fait cette priorité, si tu veux, qui était déjà de porter la voix, et porter une voix un petit peu spécifique. Il y a d'autres associations, d'autres structures dans l'écosystème qui travaillent sur l'emploi des expérimentés. Nous, on voulait vraiment porter cette voix de nous, en fait, nous, les seniors, nous, les expérimentés. Donc ça fait 2-3 ans maintenant qu'on le fait, je pense avec un peu de résultats quand même. On a des échos, en tout cas, on arrive à avancer. On a publié d'ailleurs récemment un manifeste aussi où on propose un certain nombre d'actions. Et puis en parallèle à ça, en fait, on réunit régulièrement, alors beaucoup en distanciel parce que l'association est présente sur tout le territoire, on a des adhérents partout en France et ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. On est français, tout est à Paris. Et alors qu'en fait, c'est des sujets qui sont évidemment pas parisiens et donc on a beaucoup d'adhérents partout. Donc on fait des webinaires, des visios, tu vois, beaucoup. On échange en fait avec les adhérents et on a des très beaux projets pour l'année prochaine et notamment le lancement d'un média. J'en dirai pas plus parce que c'est encore un petit peu le teaser. Mais en tout cas, on va lancer des choses pour accompagner mieux encore les citoyens expérimentés, actifs, qui ont envie encore de vivre des choses professionnellement aussi, en fait. Mais c'est vrai que c'est quand même très lié à nous, au sujet qu'on traite sur Messangel, parce que quand on approche vraiment de la fin de sa vie, il y a quand même toute une période qui dure quelquefois quelques années, entre le moment vraiment de la retraite et puis le moment d'un décès. Ça peut être 10, 20 ou 30 ans. On espère. Ça peut être très très long. Mais c'est vrai qu'on croise beaucoup de gens à qui on a fait croire qu'ils rentraient dans une période de vie où ils sont très inutiles, en fait. Et là, ce que tu me dis, c'est que, c'est pas qu'on comprend mieux, mais ça m'attriste encore plus, c'est qu'en fait, ça commence déjà à la fin de l'entreprise. Donc, c'est vrai que même pour que ça s'améliore, en tout cas pour ce qu'on gère nous, c'est vrai qu'il faudrait déjà que ça s'améliore en entreprise. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas très bon quand même aujourd'hui, me semble-t-il. Après, attention, il y a des entreprises qui font des très belles choses sur l'accompagnement au départ, quand même. En général, quand ils savent faire quelque chose, c'est plus d'ailleurs sur l'accompagnement au départ jusqu'à présent. Maintenant, ça bouge. Il y a des entreprises engagées. Moi, je travaille avec des boîtes qui font des choses vraiment super pour leurs salariés, y compris expérimentés. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à assez peu accompagner vers la sortie. Et c'est vrai que ça peut être terrible de se retrouver aussi du jour au lendemain en inactivité totale. Là, on a quand même une force en France, c'est la force du tissu associatif avec le bénévolat, où je trouve quand même que c'est... moi, je l'ai vu dans les associations que j'ai dirigées, Réseau Entreprendre, la Ligue contre le cancer, on avait plusieurs milliers de bénévoles qui étaient souvent des jeunes ou moins jeunes retraités, extrêmement actifs, extrêmement utiles et contributifs, et leur engagement associatif contribuait beaucoup à les garder aussi en bonne santé et en énergie, parce que ça apporte aussi de la vie sociale, un sentiment d'utilité et tout. Et je trouve que ça, la force en France de notre loi de 1901, même si on dit parfois que les associations sont un peu poussiéreuses et par rapport à tout ce qui est à la mode aujourd'hui, start-up social, tout ça, moi je trouve que tu vois, le bénévolat en France, c'est quand même un sujet qui est génial justement pour une retraite active. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est pas comme il y a 40 ou 50 ans. Je dirais à 60 ans, on n'est plus vieux, à 70 ans non plus, normalement. Les problèmes de santé, bien sûr,
sûr qu'on peut en avoir, mais il y a beaucoup de personnes de 70, 75, 80, quelquefois plus, qui sont encore super bien. Et on ne se sent pas vieux. Donc, on a envie de continuer à contribuer, en réalité. Et c'est vraiment cette image. Mais oui, c'est vraiment cette image qu'il faut que la société arrive à changer, tu vois. Cette image que dès qu'on passe 50, 60, 70 ans, c'est fichu. On va rester dans le canapé devant la télé toute la journée. C'est au secours. C'est terminé, en fait, aujourd'hui. Et là, moi, le sentiment que j'ai parfois, c'est que la société, elle n'a pas évolué aussi vite, finalement, que l'espérance de vie en bonne santé. Bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'on est hyperactif. Alors, il commence à y avoir un peu de révolte. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des médias qui sont sortis. De Cône a fait un magazine qui s'appelle Vieux. Voilà, ça commence à se révolter. Il y a des médias qui sortent aussi pour les femmes seniors. Enfin, voilà, où on dit, attendez, coucou, on est là, en fait. Et on veut compter, en fait. On n'est plus des vieux. On veut être actif. Et ça, c'est valable aussi bien pour des gens qui sont encore actifs professionnellement, donc toute cette frange 50 jusqu'à la retraite, que pour les jeunes retraités, entre guillemets, qui sont encore dans cette dynamique-là. Même on voit sur Internet, on appelle ça les grands influenceurs, c'est des gens qui ont 65, 70, ah ouais, ça y est, 75 ça commence, ans, c'est super. Et qui font des millions de vues, exactement. très très actifs. Et ça fait du bien, parce que là, tu vois, tu déconstruis bien un des principaux stéréotypes du fait que quand on est plus âgé, on est déconnecté, on est réfractaire au numérique, on ne sait pas se servir des outils, etc. Moi, des souvenirs que j'ai quand j'étais plus jeune, on avait déjà un vrai respect pour les seniors en entreprise. Enfin, souvent, c'était les référents. Enfin, moi, je pense à mes premiers jobs, que je vais sur 50 ans. Donc, à 20 ans, j'avais... je connaissais des gars de 50 ou 55 ans et c'était les piliers, tu vois, dans les entreprises. On avait vraiment un respect pour eux. Qu'est-ce qui fait qu'on a glissé petit à petit vers cette non-reconnaissance de ces talents-là. Alors, après, il y a un paradoxe, c'est vrai, parce que heureusement, d'ailleurs, c'est encore ce que tu expliques, on le voit encore dans certaines entreprises. Et quand tu discutes avec des jeunes salariés, ou que tu mets justement, moi souvent j'organise des réunions de co-développement où on mélange les générations, etc. Mais les jeunes adorent échanger avec les personnes plus âgées et vice-versa, et c'est très intéressant quand on ouvre, qu'on casse un peu justement ces préjugés, ces clichés qu'on peut avoir, et qu'on s'ouvre justement au dialogue, à l'échange. Moi, c'est ça que j'adore. Bon, évidemment que ça existe, et évidemment que l'expérience, elle a encore cette valeur-là. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que les entreprises le disent en général. Ah oui, l'expérience, c'est très important, etc. Ça, c'est le côté positif. Et en parallèle à ça, alors est-ce que c'est notre société jeuniste ? Tu vois, c'est vrai que on est quand même dans une société où tout s'accélère, où il faut être tout le temps hyper dynamique, hyper rapide, hyper mobile. Ça date de la révolution industrielle, c'est pas récent. Est-ce que c'est ça qui fait que on a cette... Tu vois, tu regardes la publicité, les médias, la télé, partout, en fait. Il faut être jeune. Il y a cette... Vraiment, tu sais, c'est les jeunes... En bonne santé. Voilà, ils sont mieux. Les jeunes, ils sont plus dynamiques, ils sont plus créatifs, ils sont plus innovants, ils sont plus. On a besoin... on valorise beaucoup cette jeunesse. Et c'est vrai que dans les entreprises, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'on a tellement eu besoin, parce qu'on avait besoin de ressources qualifiées, de talents. On a fait beaucoup pour nos jeunes ces dernières années, jusqu'à en oublier du coup effectivement nos expérimentés. Et tu vois, les sujets de marque employeur, c'est toujours les jeunes. On est allé sur les réseaux sociaux. Oui, c'est comment on recrute. On recrute des jeunes, en fait. Donc en fait, le sujet, c'est comment on se débarrasse de cette idée qu'il faut absolument, impérativement recruter des jeunes et sortir des vieux. Tu vois, comment on se débarrasse de ça pour se dire finalement on a besoin de l'ensemble des générations dans l'entreprise, et puis finalement sur tel ou tel type de poste, pourquoi on ne recruterait pas un senior ? Il y aurait aussi tel et tel avantage. C'est pas opposer les générations, mais c'est finalement comment je vais mixer ma pyramide des âges en fait dans mon organisation. Donc un gros chantier en perspective. Ouais, il y a du boulot. Les résultats hier de l'enquête, justement, la défenseur des droits, moi je suis ressortie un peu déprimée, j'avoue. Ouais, c'est le GIEC de l'agisme. Exactement, il y a vraiment urgence. Mais enfin, ça fait plusieurs années qu'on le dit qu'il y a urgence. Et tu sais, le pire, c'est qu'en fait, c'était déjà, c'est un sujet qui a déjà été mis sur le tapis il y a 10 ans, il y a 15 ans, en fait, avec les mêmes arguments. Oui. Et puis, en fait, jamais ça a bougé. Aujourd'hui, ça va. La seule différence, c'est qu'avec la transition démographique, on n'aura plus le choix bientôt. On va être obligé. Il n'y aura plus que des vieux.
Oui, c'est vrai que ça il y aura moins de jeunes, hein, donc ça et là, va c'est quoi, c'est la tranche un peu, c'est vraiment les jeunes ou c'est les 30-40 ans qui se creusent, on va dire, en entreprise Alors en fait, on va voir dans les années qui viennent, mais en gros, tous les ans, tu as de moins en moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, en fait, qui rentrent. Et puis avec le prolongement en fait, de la durée du travail avec les réformes des retraites, il y aura de plus en plus de seniors qui vont rester dans l'entreprise. Okay. Donc ça va se progressivement. Et puis les 30-40, ils vont bientôt avoir 45-50. Donc ça va continuer comme ça. Okay.